Réhabiliter Louis XII, partie 2 sur 6. Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Voilà donc Charles VIII partant avec Louis d'Orléans dans ses bagages, les deux en excellents termes, un Louis d'Orléans qui espère, lui, récupérer le duché de Milan sur lequel il a aussi des droits. Il est d'ailleurs accueilli triomphalement dans la ville d'Asti, et vous vous doutez bien que, du coup, c'est pas du goût de Charles VIII qui refuse de soutenir les ambitions italiennes de Louis, et du coup, les relations entre les deux hommes recommencent à se dégrader. Or, peu de temps après, le 8 avril 1498, Charles VIII décède. Louis d'Orléans devient de fait le nouveau roi de France. Et il ne peut compter que sur peu d'alliés. Il se voit obligé de faire des concessions aux mêmes personnes avec lesquelles il avait d'ailleurs eu maille à partir en tant que duc d'Orléans, opposé au pouvoir royal. Et du coup, vous avez le personnel de feu Charles VIII qui entre à son service, ainsi que les principaux officiers et membres du conseil. Et hasard de la chronologie, une partie de ces hommes vont réussir à servir trois rois successifs, Louis XI, Charles VIII et Louis XII. Le nouveau souverain n'est pas occupé uniquement par des questions politiques au début de son règne. Vous savez, à cette époque-là, il y a quelque chose d'important, c'est les affaires maritales. Et cette affaire l'intéresse au plus haut point. Souvenez-vous, Charles VIII s'est marié à la jeune duchesse de Bretagne, Anne. Le contrat de mariage stipulait qu'en cas de décès du roi et en l'absence d'un héritier mâle, Anne, reine de France, s'engage à épouser le prochain roi de France ou alors l'héritier présomptif le plus proche. Louis d'Orléans, devenu Louis XII, vous savez, c'est celui donc qui s'était occupé du mariage, est plutôt attiré par la perspective de cette union, mais sauf que, vous vous souvenez, il est toujours marié, mais il n'a pas d'enfant. Et il invoque alors le principe d'intere maiores principes, du droit canon, pour demander au pape de prononcer son divorce. Et c'est là que la géopolitique va entrer en action et qu'il ne fallait pas rater les mentions précédentes. Le pape Alexandre Borgia vend son soutien au roi de France en échange de terres, d'argent et d'un soutien contre les Sforza à Milan. Il accepte le divorce royal, il ferme les yeux sur la conquête future du Milanais que Louis XII n'a évidemment pas oublié. Le tribunal ecclésiastique qui se met en place pour constater la nullité du mariage est globalement, comme c'est toujours le cas, du côté du roi. Néanmoins, le tribunal se doit de regarder 4 aspects de l'actuel mariage. Le degré de parenté naturelle des époux, le degré de parenté spirituelle des époux, l'emploi de la violence pour faire accepter ce mariage et l'impuissance de l'épouse. Et Louis XII mentionne la laideur de sa femme. C'est une horreur de nos jours, évidemment, sans que ce motif ne soit reconnu par le droit canon. Finalement, le roi parvient bien sûr à faire reconnaître la non-consommation du mariage, la cruauté de Louis XI. Un des témoins du roi a d'ailleurs précisé que Louis XI faisait peur, non seulement aux hommes, mais aussi aux arbres, figurez-vous. Alors on cherche des excuses à la mère de Louis XII qui, par 2 fois, a accepté cette union, mais enfin, le divorce est prononcé. Quant à savoir le degré, encore une fois, de véracité des propos tenus par le camp royal, on peut à minima considérer qu'ils étaient quand même exagérés dans le but, encore une fois, de faire prononcer le divorce. Et ce, en dépit des protestations de Jeanne, qui va quand même gagner le titre de duchesse du Berry, une belle pension et des droits étendus sur son duché. Elle se consacre à Dieu, du coup, elle va décéder rapidement, et des miracles sont attestés sur le lieu de sa tombe. Elle va obtenir quand même le titre de bienheureuse, et au XXe siècle, elle sera canonisée. Officiellement donc divorcée, maintenant, Louis XII va épouser sa cousine Anne de Bretagne le 8 janvier 1499. En cadeau de mariage, elle reçoit l'autorisation de porter en plus le titre de duchesse de Bretagne. Le contrat de mariage est favorable aux terres de son enfance puisqu'il garantit la survie donc du duché de Bretagne, même s'il se trouve définitivement rattaché au royaume de France. Je ne rentre pas dans les détails. Cette union symbolise la paix retrouvée, mais c'est surtout pour Louis XII l'occasion, encore une fois, d'avoir des héritiers. Et des héritiers mâles, bien sûr. Ses ambitions ne vont pas, vous vous en doutez, se limiter qu'à des questions matrimoniales. C'est pas Henri VIII. Il garde à l'esprit ses prétentions sur le duché de Milan. Mais avant de pouvoir y accéder, il doit s'assurer de l'approbation, sinon de la neutralité en tout cas, de ses voisins européens.
Or, la France, en cette fin de XVe siècle, est extrêmement isolée sur le plan diplomatique. Pourtant, en moins d'un an, Louis XII parvient à résoudre les difficultés majeures qui existaient entre la France et l'Angleterre, entre la France et l'Espagne, entre la France et le Saint-Empire et les principautés italiennes. La tâche a été plutôt facile avec le Danemark, l'Écosse, la Hongrie et même l'Angleterre qui n'avaient à ce moment-là pas les moyens d'entrer en conflit avec la France. Louis XII parvient à signer un traité avec l'Espagne, assez peu contraignant d'ailleurs pour les deux pays, mais qui assure en tout cas la neutralité des rois catholiques durant la conquête du Milanais, ce qui suffit amplement au roi de France. Enfin, en jouant des rivalités entre Philippe d'Autriche et l'empereur Maximilien, qui sont par ailleurs père et fils, la France fait d'une pierre trois coups. Elle prive l'empereur d'un puissant allié, conserve des droits sur la Bourgogne et, cerise sur le gâteau, humilie Maximilien en passant en le séparant de son fils. Des trésors, que vous imaginez, des trésors de diplomatie, doublés d'une promesse de rente annuelle importante, une aide militaire, vont assurer à Louis XII une alliance avec la Suisse, longtemps favorable aux Sforza à Milan. Et comme ça, en une douzaine de mois, le nouveau roi de France réussit à tisser en Europe un réseau d'alliances qui lui assure le soutien et la neutralité des principales puissances du continent. Reste alors à apaiser les relations avec les principautés italiennes, presque toutes hostiles à la France après l'invasion désastreuse menée par Charles VIII. Louis XII commence par annoncer à chaque État italien son accession au trône par lettre particulière. En réponse, Pise, Ferrare, Venise, Sienne, Gênes, Florence, la Savoie, le Saint-Siège lui-même vont lui transmettre leurs félicitations. Certains princes, comme ceux de Saluces, de Montferrat, en conflit avec Milan, prennent d'emblée son parti. L'argent permet aussi de convaincre les autres seigneurs, faut pas se leurrer. Et c'est en payant une rente de 22 000 livres par an au duc de Savoie que Louis XII s'assure de son aide pour entrer en Italie et conquérir le Milanais. Venise s'était opposée à Charles VIII en son temps, mais menacée par les ambitions hégémoniques de Milan, la cité se montre désormais plutôt ouverte aux propositions françaises. À l'exception de Maximilien, de Ludovic Sforza bien sûr, duc de Milan et du roi de Sicile, Louis XII est en paix avec l'ensemble des souverains européens. 1498 et 1499 sont des années où l'agenda du roi de France, on peut le dire, est bien chargé. Outre ses préoccupations matrimoniales et diplomatiques, comme on l'a vu, il faut maintenant travailler des questions de politique intérieure. Le royaume n'est pas prêt à mener les guerres qu'il ambitionne. Il faut remplir les caisses de l'État et surtout, il faut réformer le pays. Louis XII, qui a entre autres payé de sa poche son sacre et les funérailles de Charles VIII quand même, engage une politique qu'on qualifierait aujourd'hui de politique d'austérité. Il faut faire des économies, c'est important. Les pensions et les dons financiers sont suspendus, voire tout simplement supprimés. Les charges offertes par feu Charles VIII sont récupérées, mises en vente. L'armée également est réorganisée en profondeur et les frontières allemandes et espagnoles sont renforcées. Près de 40 000 hommes sont engagés dans l'armée pour préparer la conquête du duché de Milan. Par ailleurs, les Milanais et les Génois qui vivent en France depuis moins de 10 ans et qui ne sont pas mariés à un ou une Française sont expulsés tout simplement du pays. Le commerce avec les puissances étrangères est, lui, régulé. Et à l'été 1499, Louis XII est fin prêt. Le 9 juillet, vous voyez, ça n'attend pas, la guerre est déclarée à Milan, les jours suivants, tout s'accélère, l'armée se met en marche, les seigneurs alliés sont mobilisés. La conquête débute en août. Les combats sont d'une brutalité incroyable. La cité d'Annone est rasée, sa population massacrée. C'est pareil pour la ville de Valença. Les exactions incitent du coup les autres cités menacées à se rendre, sans combattre évidemment. Venise fait sa part selon les contrats signés et Ludovic Sforza se réfugie auprès de Maximilien. Le 14 septembre, c'est allé vite, Milan se rend aux troupes françaises. La cité génoise, sous tutelle milanaise, en fait de même avec l'assentiment populaire. Le 6 octobre, Louis XII, qui n'a pas participé au combat, ce n'est pas son rôle à ce moment-là, est accueilli triomphalement dans la cité. Il y reste 2 mois, au cours desquels il reçoit les félicitations et les serments d'obéissance des cités voisines. Il en profite
pour s'attacher la population. Il réduit les impôts de plus d'1 million, punit sévèrement les débordements des soldats, rétablit les privilèges des grandes familles opposées aux Sforza et il instaure un parlement. Et il croit pouvoir rentrer tranquillement en France. Sauf qu'à peine arrivé, il doit déjà repartir. Les Lombards et Ludovic Sforza, soutenus par Maximilien l'empereur, se sont lancés dans la reconquête du Milanais, resté globalement finalement fidèle à ses anciens maîtres. À la fin du mois de mars, Ludovic Sforza entre triomphalement dans Milan. Mais il n'a pas pu compter sur l'aide des autres cités italiennes dans son entreprise. Et le roi de France revient avec ses soldats, les alliés des Sforza désertent ou se rebellent, et finalement, Louis XII redevient le maître de Milan, et Ludovic Sforza est fait prisonnier. Il va mourir en captivité en France à une date inconnue. La ville de Milan, par le biais de ses notables, fait amende honorable et demande pardon au roi de France. Demander pardon, c'est pas juste, à cette époque-là, c'est pas juste dire oups, désolé. Quand on demande le pardon, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement important. La population, du coup, est épargnée des représailles, mais ceux qui avaient permis quand même le retour de Ludovic Sforza sont condamnés à mort et pendus. Finalement, le roi de France sort grandi de cette aventure milanaise. Il est devenu le souverain le plus craint et le plus courtisé d'Europe. Seulement maintenant qu'il a Milan, il veut Naples. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.